Bonsoir. Dans l'actualité, la traque des biens mal acquis. L'ancien ministre libéral dans le défi, Farba Senghor, déclare qu'il ne répondrait pas à n'importe quelle convocation. Précision consécutive à son démenti d'une qu'il aurait reçue de la division des investigations criminelles. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le personnel du Forum civil a procédé à la remise de déclarations de patrimoine. La lutte contre la corruption est l'une de ses priorités. Le focus de ce soir nous mène dans les studios des stations radio. Prétexte, la journée aujourd'hui mondiale de la célébration de la radio. La traque des biens mal acquis, d'abord Farba Senghor qui a démenti l'information selon laquelle il aurait reçu une convocation de la division des investigations criminelles dans le cadre de cette enquête. L'ancien ministre libéral souligne par ailleurs qu'il ne répondrait pas à n'importe quelle institution. Il est ici au téléphone de Astoumen Choub. Je n'ai jamais été convoqué à la DIC, ni au bureau des affaires générales. Je n'ai reçu aucune convocation de la DIC ou de l'une de ces structures. Donc vraiment, je l'ai entendu comme vous aux différentes radios et je l'ai lu également dans la presse, mais moi, je n'ai reçu aucune convocation de la DIC. Si on me convoque, je dois savoir qui m'a convoqué. Parce que j'ai répondu à plusieurs convocations au niveau de la gendarmerie et vous voyez, j'ai répondu quand il le fallait, mais quand il ne le fallait pas aussi, je n'ai pas répondu. Donc, ça dépend véritablement des circonstances et de celui qui me convoque. Bien plus qu'une formalité pour ses membres, la symbolique est bien forte à leurs yeux. Le Forum civil qui balaie devant sa porte, l'organisme de défense de la transparence et de la bonne gouvernance, a formalisé la déclaration de patrimoine de ses membres. L'occasion pour l'équipe de Mohamed Mbodj de rappeler l'une de ses priorités, la lutte contre la corruption, phénomène qui gangrène le Sénégal mais également l'Afrique subsaharienne. Thierno Laurent Mendy, Cheikh Abdoukadir Mbakesek. Un acte fort, le personnel du Forum civil procède à la remise de déclarations de patrimoine, une manière de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, mais surtout lutter contre la corruption. Nous sommes dans un monde où ce champ est extrêmement investi et dangereux. Il est donc important que nous puissions prendre des mesures conservatoires, disons des garanties, de manière à préserver la réputation et l'intégrité de nos membres pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle sans contrainte ni pression ni pesanteur qui pourrait menacer l'exercice de leur travail. Un exemple à suivre, c'est l'avis du député Mbaye Niang. Ce dernier souhaite même que cette initiative soit appliquée à l'hémicycle. Votons des lois et tout le monde sait l'importance d'une loi. Une loi peut changer beaucoup de choses. Une loi peut instituer aussi beaucoup d'autres choses. Donc celui qui est là pour voter la loi peut être une cible. Donc pour se protéger, ne serait-ce que pour se protéger, le député doit accepter de faire sa déclaration de patrimoine. Parce que la déclaration de patrimoine protège l'individu. Si vous faites votre déclaration de patrimoine et à la fin de votre mandat, on vous voit avec des choses que vous avez acquis licitement, s'il y a une tentative de nuire à votre personnalité, de vous créer des problèmes, mais c'est la déclaration de patrimoine qui peut vous blanchir. Des tests législatifs contre la corruption sont en projet à l'Assemblée nationale. La déclaration de patrimoine constitue une garantie aux personnes investies d'une fonction de ne pas en tirer des avantages illicites. La planète radio à l'honneur ce jour, c'est la journée mondiale de la radio et l'UNESCO à l'occasion a rendu hommage à la première journaliste radio au Sénégal, Elisabeth Hélène Harley, 35 ans à la station nationale à l'époque, le RTS. Yaya Diallo, Fatima Ba. Première femme journaliste radio au Sénégal, Elisabeth Hélène Harley, de son vrai nom, a été honorée ce 13 février par l'UNESCO à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Quand on parle d'équité, c'est d'équité au niveau direction, au niveau émission des programmes, au niveau même technicien. On a certaines personnalités comme Madame Hélène qui a fait de bon travail, et tout le monde sait. Donc avec ça, on peut aussi donner un peu d'encouragement aux jeunes. Amis et parents de cette pionnière de la radio au Sénégal ont également pris part à cette rencontre. Devant ta famille, devant tes amis, je te demande
d'accepter toute mon affection, d'accepter ma reconnaissance. J'ai dit qu'à travers sa personne, c'est cette phalange historique de journalistes qui ont marqué la période après l'indépendance, que c'est cette phalange de journalistes qui est honorée. Hélène Arly, très touchée par cette marque d'attention, ne trouve pas les mots pour remercier l'UNESCO. Je dois l'avouer, la fierté a envahi mon cœur à la pensée que mes confrères et consoeurs journalistes seraient à mes côtés, eux avec lesquels j'ai partagé toutes ces années de notre jeunesse laborieuse. À vous, jeunes journalistes, le seul sésame qui vaille dans notre profession si belle, probité intellectuelle et travail. Cette initiative de l'UNESCO met l'accent sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes à travers la radio. Elisabeth Hélène Arly, un exemple à suivre. Justement, la question du genre qui pose parfois un débat chez les jeunes reporters, surtout quand il s'agit de descendre sur le terrain, notamment sur des théâtres de violence. Pour les femmes, il s'agit d'une problématique insensée. Un reporter est un reporter, quel que soit le genre. Amina Sow, Diafaraba. Le journalisme, elles en ont fait leur métier. Tous les jours, elles affrontent les réalités du terrain à la quête de l'information. Tout d'abord, il n'y a pas de reportage destiné aux hommes ou aux femmes. C'est juste la compétence qui prime. Si une femme ou une fille prend comme métier le journalisme, surtout journaliste sportif, je crois qu'on doit prendre tous les risques. Pour ces femmes, le genre importe peu dans la pratique du journalisme. À la place de l'obélisque, on m'a volé mon portefeuille et mon téléphone portable. À la place de l'indépendance aussi, durant la campagne électorale, j'ai eu droit à une grenade lacrymogène sur mon poignet et ce genre de détails, quoi. Et c'est pas pour autant que je me dis je vais plus y aller ou quoi que ce soit. Je sais que c'est les risques du métier. Parfois on peut vous agresser même surtout durant les secondes de presse que les lutteurs organisent avant leur combat ou après leur combat. C'est très risqué. Mais toujours on met la passion devant. Moi je viens par exemple de Sud-Banlieue. Là on allait dans les maisons qui étaient inondées avec nos maigres moyens. Mais n'empêche, on le faisait parce qu'on doit le faire. On est reporter. On a choisi ce métier. Un point de vue que partage le directeur de la rédaction de la radio Futur Média. Ma conviction profonde est qu'il n'y a pas de reportage stéréotypé. Il n'y a que des reporters stéréotypés. Ce qui signifie tout simplement qu'il n'y a pas de reportage pour hommes et de reportage pour femmes. Il n'y a que des reportages pour journalistes. Jour comme nuit, elles sont à la recherche de l'information. Aucune différence entre consoeurs et confrères. L'essentiel pour elles, traiter l'information de la manière la plus juste. La bande FM qui accueille également des radios communautaires, l'une des plus anciennes, Oxygène, 15 ans d'existence. La station établie dans la banlieue de Dakar informe, éduque, sensibilise et surtout forme des jeunes aux différents métiers de la radio. Seulement, elle mène toutes ses missions avec beaucoup de difficultés. Mardieng et Daouda Sow. Revue de presse dans le journal en Wolof, nous sommes à Oxygène. L'information, la proximité et le divertissement sont quelques domaines de prédilection de cette radio communautaire. Elle compte 5 éditions, 3 en Wolof, 2 en français. Des difficultés, Oxygène en a aussi. Nous avons de maigres ressources et vous savez aussi l'absence très remarquée de collectivités locales. Le problème géologistique, nous savons que aussi le matériel, il est vraiment vétuste. Aujourd'hui, les textes qui régissent vraiment la radio communautaire, ces textes-là sont vétustes, sont caducs, j'allais dire. Aujourd'hui, la radio ne fait pas seulement dans l'information, elle se donne également pour vocation de former des professionnels de l'information et de la communication. Un pari jusque-là réussi, selon son rédacteur en chef. Dans le passé, ce sont des centres de formation, des écoles donc, de formation de journalistes qui étaient reconnus, mais aujourd'hui, la radio Oxygène s'est confirmée en formant donc d'éminents journalistes qui sont éparpillés un peu dans les organes de presse et qui continuent vraiment donc d'occuper donc vraiment une place importante au milieu de leur travail. Le choix de Pikine pour abriter la radio depuis 1999 n'est pas fortuit. Oxygène veut montrer une autre facette de la banlieue, différente de l'image qui lui est attribuée. La banlieue, chaque fois qu'on parle de banlieue, on parle vraiment donc tout un grenier donc vraiment de mots
soit les agressions, soit le vol. Surtout aussi jouer quand même notre rôle de participer à l'éveil du citoyen. La radio communautaire, comme son nom, est essentiellement composée d'une équipe de jeunes. Pour cette journée internationale de la radio, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes est bien respectée pour la présentation du journal. Après les studios, zoom sur les correspondants régionaux. Nos confrères isolés des salles de rédaction sont souvent victimes d'agressions, d'actes de violence, sans parler bien entendu des conditions difficiles de travail. S'y ajoute la précarité pour beaucoup d'entre eux. À Kolda, par exemple, la maison de la presse locale n'est pas très confortable. Elle est plutôt très peu accueillante. Abdoulaye Diallo. À Kolda, même si les professionnels de l'information et de la communication ne sont pas menacés de mort, mais ils font face à des actes de violence et d'intimidation de la part d'une catégorie de la société. Hormis cela, les 17 correspondants de presse du département de Kolda travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est ce hangar qui fait office de cyberpresse. Comme vous le savez, nous les correspondants régionaux, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés sur le terrain. D'abord, vous avez vu notre local, c'est pas vraiment digne comme condition de travail pour un journaliste, mais nous sommes obligés de faire avec parce que notre seul tort, c'est d'avoir accepté de signer en quelque sorte un contrat moral avec la population, c'est-à-dire le devoir d'informer juste et vrai. C'est notre sacerdoce. Mais retenons tout simplement que les conditions ne sont pas du tout faciles. Les conditions ne sont pas du tout faciles. Mais au-delà des conditions liées, des difficultés liées au manque de matériel, nous, surtout les correspondants qui sont dans les régions périphériques, particulièrement la zone sud, nous sommes aussi confrontés à d'énormes difficultés. Imaginez si vous avez comme mission d'informer les populations et de façon juste et vraie, mais nous faisons également objet d'intimidation, objet de menaces à longueur de journée. Le manque d'équipement de reportage est l'une des plus importantes difficultés à laquelle les correspondants régionaux de presse font face à Kolda. Ceux qui disposent de matériel de reportage peuvent se compter du bout des doigts. Tous les reportages envoyés au sein des rédactions n'ont pu être effectifs qu'après une grande débrouillardise pour ces journalistes des régions. Pour aller en reportage sur le terrain, donc on n'hésite pas à être à dos d'âne ou sur une charrette, rien que pour satisfaire les besoins d'une rédaction. Il n'y a pas de station radio sans auditeurs, bien entendu. Les cibles des radios FM ont leurs attentes et leurs exigences. Les différents programmes des stations radio tentent d'y apporter des réponses, bien entendu. Des réponses à celles-ci dans leur diversité, dans toute leur diversité. Participative, où les gens appellent pour dire ce qu'ils pensent, quel que soit le thème. Intéressant, non, parce que les radios sont intéressantes car elles nous tiennent compagnie. On peut l'écouter dans un car ou même dans sa propre chambre. Même si on n'a pas le temps de regarder la télé, on peut tout savoir avec la radio. Ce qui m'intéresse le plus à la radio, ce sont les émissions religieuses, que ce soit des émissions sur l'islam ou le christianisme. Ce sont des programmes éducatifs pour les enfants. Alors moi avant 2000 deux radios Avant 2000, il y avait peu de radios, mais les choses se sont démocratisées. Mais ce que je déplore, c'est qu'il y a trop de musique sur la bande FM. Mais le problème il y a trop de musique bidal bari. Radio Sénégal fait trop. Parce que les radios sont utiles au Sénégal. Grâce à elles, on sait tout ce qui se passe dans le pays, même en restant dans sa chambre. Ce que je fustige, ce sont les informations non fiables qui sont souvent distillées dans la presse. Il faut toujours vérifier avant de le faire passer à l'antenne. Moi, j'aime pas la façon dont on donne les informations au Sénégal. Parce qu'on donne des informations souvent qui ne sont pas vraies, souvent vraies, mais à l'absence de l'intéressé.
Bonne fête de la radio à nos consoeurs et confrères de la bande FM. Et puis cette dernière audition de Hissène Habré par le procureur des chambres africaines extraordinaires, eh bien, retenez que l'ancien président tchadien garde toujours le silence. Il refuse de répondre aux questions de la juridiction qu'il récuse, bien entendu. Politique à présent, Louga, guerre ouverte des tendances au sein de l'APR. Les candidatures tous azimuts attisent cette tension. Koki a accueilli aujourd'hui une assemblée générale rencontre pour tenter d'arrondir les angles. Tchernofal. À quelques mois des élections locales, les tendances et les tiraillements continuent de régner au sein de l'APR à Louga. Une situation qui, selon certains apéristes, est le fruit des candidatures déclarées par certains responsables pour ces locales. Je pense qu'il est indécent, vraiment à l'heure actuelle où nous voulons la mobilisation de tous les frères, se déclarer candidats à côté d'autres qui, peut-être intérieurement, ils pensent pouvoir avoir le profil le meilleur. Je crois que le moment venu, le parti et les responsables au niveau local vont se prononcer sur le meilleur profil pour chaque mairie du département de Louga. Je crois que nous demandons très vivement l'ensemble des frères de taire les clairs de candidature, les déclarations de candidature. Le moment venu, le choix va porter sur le meilleur profil. Pour gagner ces élections, les apéristes de Louga sont appelés à réunir toutes leurs forces, a déclaré le président de la communauté rurale de Nguer Malal. Mais ce n'est pas la peine de le cacher. Il y a des tendances au niveau de la commune de Louga. C'est ce que le département a voulu éviter, en évitant nos frères de la commune à venir assister à l'exemple. Mais au sein même du département, il y a quelques tiraillements, mais il n'y a pas de tendance. Ce que nous voulons, c'est que les 82% de Nguer Malal, par exemple, reçus lors des élections législatives soient même augmentés de 10 points, 90% au soir du 29 juin. Pour atteindre cet objectif, les militants et responsables de l'APR se sont donné rendez-vous à Koki où ils ont tenu une assemblée générale départementale qui a réuni toutes les forces vives du parti à Louga. À Ziguinchor, la liste des candidatures à la mairie s'allonge. Les partisans du professeur Amsatou Sow Sidibé proposent Cheikhna Gassama, leur leader local. Le ministre conseiller s'est d'ailleurs rendu sur place pour démontrer son approbation de ce choix. Boubacar Diassi. Le mouvement Karlenen dirigé par le professeur Amsatou Sow Sidibé sera présent à la course pour la mairie de Ziguinchor. Il a même un candidat. Cheikhna Gassama, ayant reçu dans son fief le professeur Sidibé, a expliqué ce choix politique. On a vu qu'il n'y a rien à Ziguinchor, absolument rien du tout à Ziguinchor. Il faut changer Ziguinchor, il faut mettre des moyens pour Ziguinchor. Selon lui, remplacer Abdoulaye Baldé équivaudrait à soulager les populations de Ziguinchor. On voit que rien ne marche à Ziguinchor, rien du tout. Il faut qu'on change notre ville. Il faut avoir cette volonté de chercher des moyens pour faire fonctionner Ziguinchor, de faire venir les bailleurs de fonds. Après Doudouka de l'Alliance pour la République et Dr Moussa Diédhiou du RSDTDS de Robert Sagna, Cheikhna Gassama est le troisième homme politique à avoir publiquement annoncé sa candidature à la magistrature municipale de Ziguinchor. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Football pour démarrer cette page des sports. Et le classement FIFA, le Sénégal gagne 2 rangs après la nouvelle publication qui prend en compte les mois de janvier et février. Les Lions passent de la 68e à la 66e place. Sur le continent, le trio de tête est composé respectivement de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et du Cap-Vert. Et au plan mondial, le trio de tête demeure inchangé dans le classement avec l'Espagne, l'Allemagne et l'Argentine. Les stades de Matam et Saint-Louis réceptionnés hier par le Premier ministre Aminata Touré, une occasion saisie par cette dernière pour réclamer une meilleure gestion des infrastructures sportives des stades issus de la coopération sino-sénégalaise. Compte rendu, cher Sadibou Diarra, cher Tidiane John, Youssou Baro. Une grosse clé remise au Premier ministre. C'est pour les stades de Matam et de Médina à Saint-Louis. Cela entre dans le cadre de la politique de l'État en termes d'infrastructures sportives, fruit de la coopération sino-sénégalaise. Résultats qui rendront directement service aux populations sénégalaises. Le dernier stade des 11 stades prévus dans l'accord signé entre les deux gouvernements en la matière
et le stade de Ziguinchor. Ces deux stades s'inscrivent en droite ligne à la volonté de développer le sport dans les régions. Cependant, l'entretien est primordial pour l'État. Infrastructure de haute facture que nous réceptionnons aujourd'hui, au-delà, comme je dis, de contribuer à l'amélioration des performances de nos sportifs, vraiment le défi de l'entretien et de la gestion devra également être relevé pour que ces ouvrages soient préservés aussi longtemps que possible et qu'on puisse se prémunir de ce qu'on observe souvent, c'est-à-dire les dégradations précoces. Depuis quelque temps, les régions commencent à se doter d'infrastructures sportives, une bonne option pour développer le sport sur le plan local. L'augmentation de la capacité d'accueil des stades de Lat Dior et Caroline Faye est du ressort exclusif de l'État du Sénégal, une précision qui émane du ministre des Sports Mbagnick Ndiaye, condition d'ailleurs sine qua non pour que le Sénégal envisage de soumettre sa candidature à une future compétition africaine. Mbagnick Ndiaye. Caroline et Lat Dior, ça c'est la politique sportive du Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui va prendre en charge cette mise aux normes, augmenter les capacités jusqu'à 20 000 places. C'est le chef de l'État qui l'a décidé. Et je crois qu'avec le budget d'investissement du Sénégal, nous pourrons y arriver. Le Ballon d'Or 1995 est à Dakar. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Libérien Georges Weah, venu faire la promotion de sa marque d'équipement sportif Weah Sport. Dans l'avenir, le Sénégal espère mettre à contribution ces légendes du football africain. En effet, Georges Weah, Joseph-Antoine Bell doivent aller dans les centres de détection ici au Sénégal et aider les jeunes à acquérir ce savoir-faire. Cher Sadi Boudiara, Fatiguin, Youssou Barou. Une marque africaine pour habiller les équipes d'Afrique. C'est l'ambition de Weah Sport, un éponyme équipementier de l'illustre footballeur libérien Georges Weah. Aujourd'hui, je vois dans tout le continent africain, tous les qui pratiquent le sport pour montrer ses marques et pour aussi donner de confiance. Nous, on est capables à équiper toute l'équipe, toutes les choses qui veulent dans le sport et pour aider aussi les enfants. Weah Sport, sur tous les terrains en Afrique, le Sénégal est prêt à accompagner l'initiative. Le ministre des Sports compte même bénéficier de l'expertise de l'ancien buteur de Monaco et du Paris Saint-Germain pour les centres de détection du pays. Weah a dit qu'il est prêt à tester, à faire en sorte que ces jeunes du centre portent Weah Sport. Et je crois que ça peut constituer un premier jalon dans le cadre de la vulgarisation et de la promotion de la marque Weah Sport. Faire une clinique à l'intention des jeunes pour qu'ils marquent de beaux buts. Unique africain Ballon d'Or mondial en 1995, Georges Weah ne désespère de trouver un successeur. Pour être Ballon d'Or, ce n'est pas facile et je crois déjà il faut remercier à tous les joueurs et congratulations pour les choses qu'ils font en Afrique. Ce n'est pas facile parce qu'ils ne sont pas nombreux et aujourd'hui on voit qu'ils font leurs efforts et j'espère un jour ils vont être là de bons moments et ils vont travailler pour être Ballon d'Or. Mais ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Georges Weah, la plus grande star du Libéria, a toujours vu son nom élevé parmi les meilleurs, notamment comme footballeur et politique. Une réussite espérée pour l'équipementier. Nous allons en Europe à présent. Real Barça, ce sera l'affiche de la finale de Coupe du Roi. En Italie, on connaît également l'affiche de la finale de la Coupe d'Italie, Fiorentina-Naples. Et puis Dimitar Berbatov qui marque son premier but sous les couleurs monégasques. L'effet marquant de ces journées européennes avec Abdelaziz Khan. Deux finales sont déjà à noter dans les agendas en Europe. En Espagne, on aura droit à un classico entre le Real Madrid et l'FC Barcelone en Coupe du Roi. Les merengues sont sortis haut la main de leur derby face à l'Atlético Madrid en demi-finale. Après la victoire 3-0 à l'aller, le Real en a remis une couche à Vicente Calderón avec un doublé de Cristiano Ronaldo. L'FC Barcelone s'est quant à lui contenté de match nul un but partout à San Sebastián face à la Real Sociedad. La victoire à l'aller au Camp Nou permet ainsi au Blaugrana de se qualifier pour cette finale qui se tiendra à la mi-avril. En Italie, la finale de la Coppa Italia mettra aux prises Naples à la Fiorentina. Après une défaite 3-2 au Stadio Olimpico face à l'AS Roma, le Napoli a renversé la vapeur à San Paolo avec une victoire sur le score de 3-0. La Fiorentina a aussi été renversante puisqu'après une défaite 2-1 à l'aller face à l'Udinese, la Viola s'est qualifiée grâce à un succès sur le score de 2-0. En France, Monaco remporte le derby de la
Côte d'Azur en 8e de finale de la Coupe de France en battant Nice sur la plus petite des marges, but signé de la nouvelle recrue Dimitar Berbatov. En Allemagne, le Bayern s'est promené en quart de finale de la Coupe en étriant Hambourg sur le score de 5-0 avec un triplé de Mario Mandzukic. On clôt cette page football pour parler de l'un des parents pauvres du sport sénégalais, les arts martiaux et disciplines associées. Disciplines qui nous valent des satisfactions au plan international, mais souvent laissées en rade dans notre politique sportive. C'est du moins la plainte adressée aux autorités par Pape Amadou Pen, initiateur de la première nuit des arts martiaux organisée à Dieuppeul-Derklé. Il est au micro de Cheikh Tidiane Dione. L'intérêt, le but premier, c'était en fait de montrer au grand public, de montrer au peuple sénégalais que les arts martiaux ont bien leur place dans l'atmosphère médiatique, dans l'atmosphère, je veux dire, sportive. Donc de bien montrer que tous les résultats sportifs positifs dont détient le Sénégal, pratiquement c'est grâce aux arts martiaux. Si on a des médailles mondiales dans les disciplines sportives, des médailles olympiques, des médailles africaines, c'est les arts martiaux. C'était un peu une manière de montrer au peuple, de montrer au gouvernement, de montrer à tous les concernés que les arts martiaux existent bel et bien. Oui, comme vous le constatez, vous journalistes, vous savez très bien que les parents pauvres du sport sénégalais, ce sont les arts martiaux. Ça, tout le monde le sait et il n'y a nul doute. Amadou Pen, initiateur de la nuit des arts martiaux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive, Khalifa. Merci Mme Fatouloy. À suivre Niawon Demba avec Moussa Badian, ancien footballeur devant Abdoulaye Diaw. Excellente soirée sur TFM.